Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, et tous les bons esprits qui nous envoient pour nous accompagner, pour nous assister, nous aider dans notre parcours terrestre, notamment le guide spirituel, l'ange gardien de chacun de nous, pour les remercier de cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être à nouveau réunis pour étudier encore un autre aspect de ces phases qui ont introduit la philosophie spirit, que nous puissions bien nous imprégner de ces enseignements, les mettre en pratique si cela se présente, donner l'exemple autour de nous et qu'ils puissent également être utiles pour les esprits qui peuvent nous accompagner dans nos domiciles respectifs. Je vous ai mis le programme, je suppose que vous le voyez. Donc, aujourd'hui, on est déjà le 30 janvier, c'est la fin du mois de janvier, en plein hiver. Et donc, c'est le guide d'études numéro 4 qui s'appelle « Les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme ». Donc, c'est Hydesville et les tables tournantes. Alors, quand je regarde un petit peu, je pense que le module 3 et le module 4, on aurait peut-être pu vous mettre le module 4 à la place du module 2. Enfin bon, bref. Il est là, c'est pas grave, c'est pour suivre une phase vraiment séquentielle. Et donc, sur le fascicule, nous y voilà. Donc, est-ce que quelqu'un connaît Hydesville? Vous en avez certainement déjà entendu parler. Hein? Et Hydesville, c'était en 1848, mars 1848. Vous voyez, donc c'est un peu moins de 10 ans avant le lancement du Livre des Esprits, qui était en avril 1857. Hein? Et donc, en mars 1848, dans cette petite ville de Hydesville, qui se situe dans l'État de New York, je vais d'ailleurs vous montrer vite fait où c'est, si j'arrive à ouvrir Google Earth. D'ailleurs, Hydesville, je crois qu'on ne le trouve pas sur Google Earth. Il faut aller sur... qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà. On va essayer. Hein. Ah. Non, oui, ça nous emmène en Californie, donc c'est pas ça. Alors, on va chercher Rochester. Voilà, on retraverse de nouveau l'Amérique et on arrive à Rochester, voyez. Donc, je vais dézoomer. Donc, c'est une ville qui est pas loin des Grands Lacs, hein, voyez. Alors, par contre, là, je me suis pris un petit peu, je ne sais pas comment il s'appelle ce dernier-là. Ontario, voilà, c'est près du lac Ontario. Donc, vous voyez, on dit que c'est dans l'État de New York, mais bon, New York, c'est quand même très, très... Et vous voyez que l'État de New York, il a une forme un peu... Il y a la ville de New York sur la côte, et puis ensuite, ça s'étend très, très loin dans les terres, hein, jusqu'à la frontière du Canada. Et donc, c'est situé dans cette région-là, d'accord? Hydesville, la petite ville de Hydesville, où a eu lieu donc des phénomènes médiumniques qui avaient à l'époque fait un grand bruit, hein, ébranlé l'opinion publique de l'époque. Et ces phénomènes, donc, ils ont eu lieu dans une petite maison où habitait la famille Fox. Fox, ça veut dire renard en français. Hein. Les événements après le premier dialogue avec l'esprit, le 31 mars 1848, ont enthousiasmé la population du village. Les premières démonstrations publiques des sœurs Fox ont été organisées dès l'année suivante, en novembre 1849, entraînant la formation du premier groupe d'études du spiritualisme moderne. Donc, quels étaient ces phénomènes à Hydesville? Alors, on le verra un peu plus tard. Hein, il y avait c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une maison hantée. Il y avait des coups frappés dans cette maison. Et, alors, attendez, hop.
et ces coups, donc les trois filles de la famille Fox, donc vous voyez la photo derrière Christophe, hein, il a mis une illustration, vous voyez les trois sœurs Fox, hein, Kate, Margaret et Lee. Donc, certainement, il y en avait qui, après, de ces trois filles, il y en a l'une ou l'autre qui était médium. Et donc, qui a permis ce phénomène à effet physique, hein, de maisons hantées dans leur petite maisonnette. Et donc, les coups, ils étaient vraiment très, très forts, fréquents la nuit, ça les empêchait de dormir, etc. Ils ont appelé la police a fait le tour de la maison, ils ont constaté qu'effectivement, il y avait des coups, mais personne n'a été capable de trouver l'origine, etc. Et puis, donc, ça perdurait, ça perdurait, ça perdurait. Et à un moment donné, il y a la petite fille, Kate, hein, qui a commencé à jouer avec le phénomène en disant bah, tiens, frappe-poire 3 coups, et puis ils ont entendu 3 coups. Tiens, frappe-poire 5 coups, et puis ils ont entendu 5 coups. Et donc, ça, c'était, si vous voulez, comment dire, le déclencheur de l'originalité du phénomène, en ce sens que ce n'étaient pas des bruits qui se faisaient comme ça, n'importe comment, de façon complètement aléatoire, mais qu'il y avait une intelligence derrière ce phénomène, hein. Et donc, ça suggérait que c'était une entité, enfin, il y avait une intelligence, un esprit, quoi, en d'autres termes, qui réalisait ces phénomènes et avec lequel ils ont pu dialoguer. Et donc, on ne part pas, évidemment, c'est A, 1 coup, B, 2 coups, Z, 23 coups. Donc, vous voyez, c'est pas, lettre par lettre, ce n'est pas très simple. Et ils ont réussi à savoir, en fait, qu'il s'agissait d'un colporteur qui s'appelait Charles Rosema et qui avait été assassiné par l'ancien propriétaire de cette maison et enterré quelque part dans la cave. Et donc, le, le, ils ont appelé la police, il y a les journaux qui sont venus, il y a les religieux qui sont venus, il y a même des scientifiques qui ont commencé à venir, hein. Et donc, ça avait fait un ramdam dans la presse, hein, comme c'est usuel aux États-Unis. Tout est très fortement médiatisé. Remarque, maintenant, c'est plus qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil, partout, de ce phénomène. Et évidemment, les fanatiques pour, les fanatiques contre, les religieux qui disaient que c'était le diable, les scientifiques qui venaient démontrer que c'était qu'on se moquait du monde, et certains, quand ils ressortaient, ils disaient ben non, non, le phénomène est vraiment authentique, il y a quelque chose. Et donc, les premières études sérieuses, hein, c'est ce qu'ils disent là, ont commencé à ce moment-là, hein. Et il y a même eu, comment dire, des démonstrations publiques, hein, dans la grande salle là, de Rochester que vous avez vue. Et là aussi, il y avait du fanatisme. Les pauvres sœurs Fox ont failli être lynchées dans une de ces démonstrations. Mais il y a aussi eu la formation donc des premiers groupes d'études et de ce mouvement qu'on appelle aux États-Unis, que les Américains appellent modern spiritualisme, donc, ou spiritualisme moderne, hein. Ils n'ont pas appelé spiritisme comme Kardec l'a fait, hein. C'était le mot spiritisme, c'était donc, on le verra, je pense, dans la prochaine leçon, un terme qui a été inventé pour la première fois par Kardec. Les les anglophones ont préféré appeler ce mouvement le spiritualisme moderne, hein. Donc, c'était spiritualiste parce que la cause de ces phénomènes, c'était des esprits, et moderne, ben parce que ça sortait des mouvements spiritualistes traditionnels qui étaient donc les différents mouvements religieux et qui d'ailleurs n'acceptaient pas ce phénomène. Voilà. Alors, ce phénomène de Hydesville, il a eu une répercussion en Europe, éveillant les consciences. Avec le phénomène des tables tournantes, il a préparé l'avènement du spiritisme. Et effectivement, donc, il y a eu une répercussion, le bruit, ça s'est ébruité partout. Et puis donc, alors là, on ne sait pas trop comment ni où, mais en tout cas, partout dans le monde, ben, en 1850, à partir de 1850, les gens ont commencé à faire tourner des tables. Donc, dans les grands salons, il n'y avait pas de télé, pas d'Internet, pas beaucoup d'autres distractions.
Et puis donc, la mode, entre guillemets, c'était que chacun, les personnes riches, en tout cas à Paris notamment, invitent d'autres personnes parce qu'il y avait le choix, parce que sur 10 invitations, il fallait qu'il en choisisse une. Et donc, ils choisissaient l'invitation où il y avait le plus d'originalité, où il y avait le plus exotique, etc., où il y avait le mieux à manger. Bon. Et donc, une de ces modes dans ces salons à l'époque, c'était de faire tourner des tables. Et ça se produisait vraiment dans le monde entier. Hein. Il y en avait en Australie, enfin, voilà, dans le monde entier, les gens faisaient comme distraction tourner des tables. C'est donc ce qu'on appelle la mode des tables tournantes. Et donc là, il y a aussi eu des communications. Donc vous aviez plusieurs salons à Paris qui le pratiquaient. Il y a un petit témoignage d'une dame qui s'appelait Mademoiselle Huet, qu'elle a publié dans la revue Le Spiritisme. Et donc, toute une série d'articles comme ça où elle raconte dans quel salon, en citant tous les noms des personnages célèbres qui venaient dans les salons pour regarder ça, pour y participer, qui croyaient ou qui ne croyaient pas, etc. Donc, il y a un récit de première main, hein, d'une dame qui organisait ce genre de choses dans son salon. Et donc, vous trouverez cette revue, Le Spiritisme, dans l'encyclopédie Spirit. Oui, Christophe? Oui, mais est-ce que je voudrais revenir sur l'épisode des Sœurs Fox? J'avais plusieurs questions. À l'époque, les gens avaient quand même une définition de ce qu'était un esprit, ou ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Parce que, Il y avait une définition, oui. Mais ouais, bon, elle n'était peut-être pas aussi claire que celle que nous, on a reçue par la suite dans Kardec. Mais l'esprit, en fait, c'était, en l'occurrence, Charles Rosma, il avait été assassiné dans cette maison. Donc l'esprit, c'était l'esprit d'une personne qui avait vécu sur la Terre et qui était désincarnée. Mais ouais, par exemple, les spiritualistes anglais, ils ont mis très longtemps, d'ailleurs encore aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas en la réincarnation, par exemple. Tu vois. Donc, c'est ouais. pas. C'était clairement spiritualiste, c'est pour ça qu'on dit spiritualisme moderne. Donc, l'esprit existe et survit après la mort, mais pas dans toute l'extension que Kardec a développée par la suite. Ouais, parce que je ne sais pas si c'est une référence, mais quand on voit souvent des westerns avec parce que c'est à peu près l'époque, hein, c'est quand on voit les Indiens de l'époque, ils disent toujours on parle aux esprits. Donc ils avaient quand même cette conception qu'on pouvait communiquer avec eux ou pas du tout. Oui, parce que le culte des ancêtres, il a toujours existé. Hum, Hein, dans toutes les. Notamment, tu parlais des Indiens d'Amérique, hum, mais on le retrouvait chez les Celtes. hum. Encore, il faut remonter au niveau de la préhistoire. Le culte des ancêtres, le culte des morts, le livre des morts en Égypte. On peut citer plein de, donc de faits. Hein. Donc, que cette croyance de la survie de l'esprit, elle existait depuis que le monde existe. D'accord. Et apparemment, il y avait aussi un autre monsieur qui habitait dans cette maison avant que la famille Fox arrive, qui lui aussi avait déjà décelé des coups frappés, mais qui s'en était pas plus inquiété que ça et qu'il était parti quelques mois après. Je ne sais pas si cette info est bonne, parce que ce qui voudrait dire que le phénomène s'était produit avant l'arrivée des sœurs Fox. Alors, effectivement, on trouve des récits de femmes, de maisons hantées, des récits de fantômes, notamment dans les châteaux en Angleterre ou en Écosse, ou au Pays de Galles, hein, beaucoup plus anciens que ça. Oui, mais là c'était vraiment dans la même maison que les sœurs Fox. Le, Voilà, l'originalité de ce phénomène, c'est la répercussion médiatique qu'il y a eu. oui, bien sûr, d'accord. C'est surtout dans cette. C'est pas parce que les phénomènes étaient nouveaux qu'ils n'ont jamais existé avant, non, c'est un phénomène naturel, il existe depuis que la nature existe. C'est surtout dans la répercussion médiatique que le phénomène a eu, et aussi dans ce que Arthur Conan Doyle, donc là, bon, il y a deux livres qui sont cités, hein, des livres qui viennent du Brésil, mais il y a le livre le plus fouillé sur le sujet, c'est celui d'Arthur Conan Doyle, qui a fait un livre, L'histoire du spiritisme ou du spiritualisme.
Et lui, donc, il avait fait toute une enquête à l'époque. Il était allé aux États-Unis, il avait interrogé toutes ces personnes qui avaient vécu ça encore, hein, qui étaient très jeunes à l'époque. Je ne sais pas s'il a pu interroger aussi une des sœurs Fox, c'est possible. Et donc, lui décrit vraiment dans le détail. Et il dit que c'est une invasion du monde spirituel qui a été organisée à l'époque. Les phénomènes se sont multipliés pour attirer l'attention, parce que le temps était venu. Les esprits, c'est pour ça qu'on dit c'est précurseur du spiritisme, dans le titre, parce que ces phénomènes-là ont induit différentes recherches, différentes actions par différentes personnes, dont cette action qui a été donc menée par Allan Kardec. Ok, merci. Voilà. Alors, ce livre qui est cité là, Zeus Voltul et Francisco Thyssen, Allan Kardec, vous le trouverez chez Pipino. C'est une biographie de Kardec en 2 volumes. Et puis donc, qui a été traduite en français. Et ces 2 auteurs, donc, ils ont refait un résumé de ces phénomènes à l'époque, des différentes. Et donc, ils nous disent qu'à Paris, en 1853, la récréation la plus palpitante et originale était celle des tables tournantes. Les phénomènes constituaient pour la majorité des assistants un passe-temps comme un autre. Presque personne ne s'approfondissait dans l'étude de la cause de ces manifestations extraordinaires. De temps à autre surgissait une explication plus ou moins prétentieuse qui était très vite négligée pour ne pas correspondre aux faits observés. Voilà. Donc, c'était un phénomène de mode. Les gens, ils y allaient, ils regardaient ça, ils disaient, tiens, c'est marrant, la table bouge. De temps en temps, l'un ou l'autre, ils étaient un peu heurtés par le phénomène, parce que il y avait des preuves d'identité, ils disaient des choses que seule la personne connaissait, etc. Bon, ça les avait peut-être un peu secoués à l'époque, mais beaucoup, après, ils sont passés à autre chose, quoi. Comme toutes les modes, elles passent et elles changent. Par contre, sur 10 personnes, il y en a 1 ou 2 ou peut-être 3 qui ont pris la chose sérieusement et qui ont réalisé des études, posé des questions, reçu des réponses, etc. Donc, c'est comme ça que ça commence. Donc, vous voyez, 1853, là, on s'approche quand même pas mal du livre des esprits. Et quand vous regardez, alors si vous avez un site maintenant qui s'appelle Retro News, où la Bibliothèque nationale de France, elle a digitalisé beaucoup de journaux anciens, et notamment de cette époque-là. Donc, quand vous regardez dans les journaux de cette époque-là, il me semble que le Figaro existait déjà, je peux me tromper, mais vous verrez qu'il y a très souvent, quand vous les parcourez, il y a très souvent des articles qui parlent de ces tables tournantes et de ce qui se passait dans les salons de l'époque. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Sinon, écoutez, on va continuer. Donc, voilà, donc c'est les phénomènes de Hydesville. Donc là, vous avez un peu le détail. Donc, la maison d'un nommé John Fox, un petit village dans l'État de New York, fut troublé par les manifestations. Des bruits inexplicables se faisaient entendre avec une telle intensité que rapidement le repos de la famille en fut troublé. Malgré les minutieuses recherches, on ne put trouver l'auteur de ce tapage insolite, mais bientôt on remarqua que la cause productrice semblait être intelligente. Voilà. Ça aussi, c'était un déclencheur. Et puis donc, les filles qui avaient Kate, 11 ans, et les 2 autres qui étaient un peu plus âgées qu'elle. Kate, c'était la plus jeune. Alors que les coups, appelés rap en anglais, devenaient plus persistants et forts, a décidé de défier le mystère en engageant un dialogue avec ce que tous pensaient être le diable. Alors, Monsieur le pied cassé, split foot, c'est comment dire, c'est une manière pas très élégante d'appeler quelqu'un, parce que ceux qui ont le sabot cassé devant, ce sont les pauvres. Fait comme moi en tapant dans ses mains. Et le bruit suivi immédiatement par le même nombre de coups, puis Madame Margaret dit par jeu. Maintenant, fais exactement comme moi, compte 1, 2, 3, 4, et les coups correspondants survinrent comme avant.
Et est-ce un esprit? Alors, tiens, comment est-ce qu'il va répondre? Si c'est oui, il faut donner 2 coups. Si c'est non, donner 1 coup. Et donc là, vous voyez, avec des questions directes, il pouvait assez facilement répondre par oui ou par non. Et donc, est-ce un esprit? 2 coups résonnèrent dès qu'elle lui posait la question. Donc, voilà, il s'agit d'un esprit assassiné, donné 2 coups. Et puis donc, est-ce que vous avez été assassiné dans cette maison? Et boum, boum, réponse oui. Donc, vous voyez comment le dialogue s'est instauré, quoi. Pardon. Des voisins furent appelés, furent témoins de ces phénomènes. Tous les moyens de surveillance furent pratiqués pour découvrir l'invisible frappeur, hein, mais l'enquête de la famille, celle du voisinage, fut inutile. On ne put découvrir la cause de causes naturelles ou matérielles, je dirais mieux, à ces singulières manifestations. Et puis donc, voilà, il y a eu plusieurs expériences qui se sont suivies. Il y a eu des curieux qui sont venus. Isaac Post, hein, qui a eu l'idée de réciter à haute voix les lettres de l'alphabet en priant l'esprit de vouloir bien frapper un coup sur celles qui composaient les mots qu'il voulait faire comprendre. Donc là, c'était plus oui-non, mais il arrivait à... C'est comme ça qu'il a pu donner son nom. Hein. L'esprit s'appelait Charles Rosma, c'était un colporteur, etc. Voilà. Et donc, voilà, c'était la télégraphie spirituelle qui avait été inventée par ce phénomène à effet physique. Et puis donc, c'est le même procédé qu'ils ont utilisé après avec les tables tournantes, sauf que donc, au lieu d'être des coups qui sont frappés comme ça dans les murs ou les plafonds, les planchers de la maison, c'était des coups qui étaient frappés dans la table, ou alors la table qui basculait, qui tapait avec un de ses pieds, un certain nombre de coups qui correspondaient à l'alphabet. Voilà. Et donc, il y a eu bien sûr beaucoup d'intolérance, hein, parce que les religieux étaient assez fanatiques à l'époque. Donc, la famille, elle avait décidé de montrer publiquement le phénomène. Donc, ils avaient réuni la population dans le Corinthian Hall, hein, la plus grande salle de la ville de Rochester, qui était là où je vous ai montré tout à l'heure sur la carte. Et alors, évidemment, il y a eu un grand tumulte où les sœurs Fox ont failli être lynchées. Voilà. Donc, vous voyez que toutes les idées nouvelles génèrent forcément des réactions violentes, pour ou extrêmes, pour ou contre. Voilà. Et puis donc, peu d'années après 1850, donc vous voyez que c'était 2 ans après, on comptait déjà plusieurs milliers de spirites, ou pour mieux dire de spiritualistes modernes aux États-Unis. Et après, il y a eu de nombreux intellectuels aussi, des personnes qui ont fait des études sérieuses, comme le juge Edmonds, le professeur James Mapes, un autre professeur qui s'appelle Robert Hare, un quatrième qui s'appelle Robert Dale Owen, entre autres. Donc, se sont intéressés au phénomène, ils l'ont étudié, et parce qu'ils voulaient donc aider les personnes pour découvrir la supercherie et tout, quoi. Mais au contraire, ils se sont rendus compte de l'authenticité du phénomène et ils ont fini par l'étudier et écrire des livres. Donc, ce sont des livres aussi, vous pourrez les trouver en anglais, évidemment. Je pense qu'il n'y en a pas qui ont été traduits en français. Donc, sur Google Books en ce moment, où il y a un autre site dédié pour les livres de spiritualistes modernes. Et donc, ces savants, ils étaient arrivés à la conclusion, oui, le phénomène est authentique. C'est un peu vous voyez, c'est un peu ce qui était arrivé à Kardec, sauf que là, c'était 7-8 ans plus tôt aux États-Unis. Hein. Voilà. Après, il y a eu donc les tables tournantes. Donc, vous voyez, en France, c'était le monde entier. Hein. Il y a eu, pas seulement en France, hein, une curiosité. Et puis, très vite, les gens... Alors, pourquoi une table? Parce que quand on s'assoit à plusieurs, en général, on s'assoit autour d'une table. Hein. Même dans un salon où il y a des canapés, il y a une petite table basse. Hein. Et ils ont utilisé la table parce que c'était l'objet le plus courant, le plus pratique qu'on avait en général devant soi quand on se réunissait. C'est aussi bête que ça. Ça aurait pu être à la limite n'importe quel objet. Voilà. Donc la presse, elle en faisait grand bruit. Donc là aussi, vous pourrez voir dans la presse. Il parle du physicien anglais Faraday, le chimiste Chevreuil, le comte de Gasparin, le marquis Eutz de Mireville, tous ces gens-là qui étaient
relativement connus, ben, ils étaient face à ce phénomène et certains, donc Eutz de Mirville par exemple, il a écrit des livres, hein, des esprits et de la réalité des phénomènes spirites. Et donc, que pareil, vous trouverez assez facilement sur la Bibliothèque nationale de France. Après, ben, il y avait aussi l'abbé Moignot, donc des religieux, hein. Arago, Babinet, quelques autres éminents hommes de science. Donc, ils voyaient tout ça avec supériorité et dédain, comme c'est dit ici. Mais dès qu'ils l'observaient un peu plus d'un peu plus près, hein, ils voyaient qu'il n'y avait pas de tricherie et que le phénomène était effectivement authentique. Paris entier assistait atone et étonné à ce tourbillon féerique de phénomènes imprévus qui ne pouvaient créer pour la majorité que des imaginations hallucinées, mais dont la réalité en imposait aux plus sceptiques et frivoles. Voilà. Donc, vous avez toujours comme des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, hein. La presse, elle en parlait, hein, les tables qui sautaient, qui bougeaient, qui lévitaient parfois même, hein. Voilà. Et donc, vous trouverez dans la presse, c'est une petite étude à faire, un petit relevé, quoi, maintenant avec Retro News, donc de tous les articles qu'il y a eu à l'époque. Et bon, ben voilà, c'était un peu un phénomène de mode. Il y en a qui après, ont laissé tomber sans passer à autre chose. Voilà. Il y a le Saint-Office qui était venu en 1856. Et donc, il a condamné tous ces phénomènes, hein, parce qu'il les attribuait au diable, ou alors ils étaient la conséquence de l'hypnotisme et du magnétisme. Voilà. Mais peu de gens croyaient aux péripéties du diable déjà à l'époque, hein. C'était quand même le siècle des Lumières, 50 ans après la Révolution française, où donc les religieux, ils avaient été mis un peu, du moins leur influence dans le gouvernement de la France avait été considérablement réduite. Et donc, ils ont traité d'hérétiques les personnes par l'intermédiaire desquelles ils étaient produits. Voilà. Il y avait la concurrence de l'Église qui ne voyait pas ça d'un bon œil. Voilà. Et donc, le fait observé, c'était celui d'objets divers mis en mouvement, hein, table tournante. Mais il n'y avait pas que des tables tournantes, il y avait aussi des corbeilles. Et puis, ils ont commencé les premières expériences d'écriture en mettant une corbeille avec un petit bras qui fixait un crayon sur une feuille de papier. Et donc, le médium mettait les mains sur la corbeille et donc, ça écrivait. Donc, en fait, comme la corbeille, elle ne pouvait pas se translater aussi facilement, elle tournait, elle pivotait sur elle-même. Et donc, l'écriture, elle était comme ça, en spirale, dans un cercle. Les trucs qu'ils avaient inventés à l'époque. Voilà. Et donc, il y a eu de plus en plus de manifestations intelligentes, c'est-à-dire que ça bougeait, la table bougeait pas n'importe comment, mais qu'au contraire, donc, comme je vous ai dit dans la corbeille, arrivait à écrire des phrases, des mots, donc qui dénotaient une intelligence comme cause de ce phénomène. Voilà. Donc, à partir de là, ça ne pouvait plus être l'effet du hasard, c'était plus des phénomènes aléatoires, mais on arrivait vraiment à obtenir des réponses intelligentes. C'est la première constatation qu'avait faite Kardec. Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. Voilà. Donc, voilà la référence d'Arthur Conan Doyle, hein. Le rôle de ces phénomènes, de cette phase initiale était accompli. Donc, cette invasion organisée, hein. Et donc, cette invasion était programmée par les esprits supérieurs en vue de la venue d'une nouvelle ère du progrès pour les hommes. Donc, vous voyez, l'histoire du spiritualisme, chapitre 1, ce fameux livre de Conan Doyle, qui existe en français. Alors, je ne sais pas s'il a été, je ne pense pas qu'il soit réédité, mais bon, on le trouve relativement facilement dans les... Nous, on doit l'avoir sur l'encyclopédie Spirit, et puis vous le trouverez assez facilement chez les bouquinistes, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'éditions, y compris assez récemment. Et donc, vous voyez, au début, personne n'avait imaginé les esprits comme moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui a révélé le mot. Qui êtes-vous, hein?
Et la table, entre guillemets, répondait, je suis un esprit, j'ai vécu parmi vous et je suis mort. Voilà, donc c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus dire que la cause du phénomène, c'était eux, donc les esprits donc, des défunts qu'on croyait enterrés à tout jamais pour les matérialistes, ou alors éternellement au paradis ou en enfer pour ceux qui croyaient dans les religions, dans les conceptions des religions traditionnelles. Et donc là, ben, l'esprit sortait de l'enfer ou descendait du paradis pour venir se communiquer. Et c'est ça qui ne plaisait pas, évidemment, aux religieux traditionnels, puisque ça venait contredire certaines de leurs affirmations de base. La même chose, d'ailleurs, s'était passé, je ne sais pas si vous avez pu suivre les conférences que j'ai données sur christianisme et spiritisme, donc qui sont sur le YouTube là, de Regard Spirit du LMSF, entre autres. Donc, où Jésus, les apôtres, communiquaient avec les esprits. Hein, la Pentecôte, c'est un des meilleurs exemples. Et donc, je vois Jackie là qui nous a écrit. Ben, je pense que il me semble que c'est l'avenue, hein, parce que avenue, ça vient du mot avenir. Hein, donc, mais effectivement, c'est un mot qui a deux sens. Hein, ça veut dire le fait que quelque chose vienne, hein, et ça veut dire aussi, ben, c'est un équivalent pour le nom d'une rue. Voilà. Il me semble que c'est bien l'avenue, mais je vérifierai. Oui, donc les apôtres communiquaient, Jésus communiquait. Les apôtres, après la mort de Jésus, ben, il y a eu plusieurs phénomènes d'apparition, etc. Et tous les premiers chrétiens communiquaient avec les esprits. Et là, à partir du moment où s'est installée la hiérarchie sacerdotale, hein, l'Église, le Vatican, enfin voilà, ben, ça leur plaisait pas trop parce que eux voulaient dominer justement, encadrer tous les chrétiens, tous les catholiques, enfin tous les religieux de l'époque, et ils voyaient d'un mauvais œil que les fidèles pouvaient recevoir des informations directes sans passer par eux. Et qui plus est, ces informations, les esprits qui se communiquaient à l'époque, qui disaient non, il ne faut pas faire de hiérarchie, ce qu'ils font là, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça que Jésus avait dit de faire, etc. Donc en plus, ça les contredisait, donc ils ont très vite exclu tous les gens qui faisaient tourner des tables, ils ont traité d'hérétiques, condamnés, voire même brûlés sur des bûchers. Voilà comment ça s'est passé. Et donc pour réprimer ces phénomènes de communication avec les défunts. Donc vous voyez, là, c'est juste, comme le dit, cette invasion organisée au milieu du XVIIIe siècle pour qu'on se réintéresse à ces choses, mais elles existaient partout depuis très longtemps. Et donc, la hiérarchie de l'Église qui avait réprimé ce phénomène il y a 1800 ans auparavant, voyait d'un mauvais œil que le phénomène revenait sous une autre forme au milieu du 19e siècle. Voilà, ben, écoutez, donc pour le cours d'aujourd'hui, alors je vois que celui-là, je pourrais peut-être même le résumer un peu plus dans un autre cours, hein, on verra si jamais j'arrive à trop de leçons. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce phénomène? Ou alors ce que je pourrais faire, par exemple, on est en train de tester le nouveau cours, le compléter avec les phénomènes encore plus anciens. Hein. Donc, d'écrire un peu plus sur le livre des morts des Égyptiens, les quelques images qui reviennent aussi de l'anthropologie, hein, sur la préhistoire, où il y avait aussi ce culte des morts. Les pyramides, typiquement, hein, les tombes des pharaons, enfin tout ça, c'est, vous voyez, ils croyaient en la survie et puis ben, ils pratiquaient déjà la médiumnité. Donc vous aviez les Pythonis en Grèce, hein. Vous aviez les druides chez les druides. Il y en avait vraiment partout, y compris d'ailleurs dans les religions orientales. À ce propos, Charles, il y a eu un article qui est paru dans Sciences et Avenir et peut-être dans d'autres revues il y a à peu près 2-3 mois à propos de tablettes babyloniennes, donc qui datent de plus de 2000 ans, hein, qui doivent dater de 3000-3500 ans. Sur ces tablettes était écrit
un exorcisme. Et en fait, ils viennent de retrouver par hasard, par le plus grand des hasards, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, l'éclairage était tel que lorsqu'une personne du muséum d'histoire naturelle en Angleterre est passé devant ces tablettes, il a vu qu'il y avait un petit dessin sur ces tablettes. Et en fait, il a regardé, et ce petit dessin, on voit qu'il s'agit en fait d'un homme qui était ligoté à une femme. Et en fait, ça correspond exactement à ce qui était écrit sur la tablette, c'est-à-dire un exorcisme pour libérer la femme de cet homme esprit. Et en fait, l'homme, c'est un esprit parce qu'on le remarque bien sur la tablette. C'est vraiment bien fait. Il y a 3500 ans. Voilà. Ah ben voilà. Donc, et puis, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Parce que c'est un phénomène naturel. Les phénomènes naturels, ils existent depuis que la nature existe. Hein, on est bien d'accord. Alors, après, ben, vous avez la répression qu'il peut y avoir autour de ces phénomènes pour différentes raisons. Hein. En l'occurrence, c'était pour que l'Église puisse garder son pouvoir et sa domination sur la masse des fidèles. Et donc, à un moment donné, ben, ça revient. Hein, le phénomène qui finit par se reproduire. C'est pour ça que comment dire, l'expression utilisée par Arthur Conan Doyle, elle est très bonne. Hein, c'est une invasion organisée. Les esprits avaient organisé ça parce que les personnes à l'époque, au milieu du 19e siècle, étaient déjà suffisamment mûres pour analyser le phénomène d'une manière objective et établir, hein, comme l'ont fait les spiritualistes modernes, et puis comme l'a fait Allan Kardec par la suite, l'authenticité de ces phénomènes, établir aussi des preuves matérielles, entre guillemets, donc de l'existence et de la survie des esprits. Donc, les phénomènes se reproduisent, mais d'une façon qui est adaptée chaque fois à l'évolution des conceptions, l'évolution des intelligences. Et vous voyez, la même réaction a eu lieu. Hein. Le Vatican l'avait rejeté. À l'époque, les religions plutôt évangéliques aux États-Unis, à Hightsville, pareil. Hein. Ils s'étaient élevés contre ces phénomènes. Tout de suite, la stratégie, c'était de l'attribuer au diable, quoi, en disant que c'est le malin, etc., qui était d'ailleurs la même que celle qu'ils avaient utilisée il y a un millénaire et quelques auparavant. Et pourtant, elle bouge, hein, comme disait Galilée, et puer si mueve. Au sujet de la Terre. Ils ont beau s'y opposer, ben, voilà. Donc ça, c'est quand même relativement développé. Puis mon Kardec qui en a fait quelque chose de sérieux, donc qu'on verra dans la suite. Et comme on le connaît déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur ce sujet? Oui, en fait, à propos de cette tablette, donc ils disent que c'est le premier fantôme dessiné, et c'est au British Museum, bien sûr, le musée d'histoire naturelle, c'est à Paris. Hein. C'est le British Museum de Londres. Voilà. Je vais aller me renseigner entre-temps. Après, voilà. Bon, quand vous lisez le génie celtique, pardon, Léon Denis décrit aussi hein, le culte des esprits chez les Celtes à l'époque, hein, chez les Gaulois, hein, les tout premiers. Et donc, eux, par contre, ils croyaient aussi en la réincarnation. Hein, et c'est pour ça qu'ils allaient dans les batailles torse nu, avec le courage, pas peur de mourir, etc. Bien sûr, ils n'ont pas fait le poids par rapport aux armées romaines qui avaient déjà des armures, des boucliers, des lances, un armement, entre guillemets, beaucoup plus moderne, quoi. Et donc, les Gaulois, ils allaient jusqu'à se prêter de l'argent à rembourser sur une autre vie. Ils allaient vraiment très, très loin dans cette croyance de la réincarnation qui leur était donc inculquée par les druides de l'époque. Mais sinon, Charles, est-ce qu'on peut dire que par rapport à notre histoire, hein,
celle qu'on peut à peu près définir que la première communication médiumnique a eu lieu avec Moïse. Oui, alors non, je ne pense pas, il y en a eu avant. Mais Oui, Moïse sûrement, en mais est une, effectivement, le décalogue, les tables de la loi qu'il a reçues sur le mont Sinaï. Ben, c'était de la psychographie, clairement. Alors après, bon, comment est-ce qu'il faisait à l'époque? Et Jésus, quand il était dans l'épisode de la femme adultère, là, il avait pris un bâton, il avait écrit des signes sur le sable. Donc, c'était aussi une forme de psychographie. Hein, les esprits lui avaient dicté la réponse que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Hein, voilà. Il a reçu un petit coup de main de ses collègues qui étaient restés, qui l'assistaient depuis le monde spirituel pour se sortir de cette situation qui pouvait ressembler à une impasse. Et donc Moïse aussi, mais avant Moïse, il y en a eu aussi. Hein, c'est 3500 ans avant Jésus-Christ, comme le dit Michel, ben, c'était avant Moïse. Hein. Moïse, c'était que 2500 ans avant Jésus-Christ. Bon, après, c'est sûr, plus on recule, plus les phénomènes deviennent, entre guillemets, flous, mais on arrive clairement à les reconnaître. Hein. Le livre des morts des Égyptiens, je ne sais pas exactement son histoire, quand est-ce qu'il a commencé, mais c'est très clair aussi hein, sur notamment la médiumnité. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'Ancien Testament, hein, Moïse, il avait interdit la pratique de la médiumnité. Hein. Et pourquoi? Ben parce qu'à l'époque, ce qu'il avait interdit, en fait, c'était des personnes des petits malins, qui faisaient de la voyance et qui exploitaient financièrement la crédulité, la superstition d'autres personnes. C'est ça qu'il avait interdit, Moïse. Et vous voyez, 3500 ans plus tard, ben, ça existe encore. Ou plutôt, attendez voir que je me repère. Ouais, Moïse, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Donc, il y a 3500 ans, il y avait déjà ce genre d'abus qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne l'interdit plus, hein, mais il y a toujours encore autant d'abus dans ce domaine-là. Donc ça existait déjà il y a 3500 ans, au moins, si pas encore auparavant. Hein, c'est ce mythe qu'il y a derrière tout ça, hein, l'enfer, le paradis, le diable, etc., qui quelque part a commencé à tomber en ce moment. Ah, merci Michel pour le lien. Donc, il a commencé à tomber à ce moment-là, donc au milieu du 19e siècle. Et pourquoi à ce moment-là et pas avant? Ben, avant, les gens, la famille Fox, on l'aurait fait brûler sur un bûcher. Hein, vous voyez, avant les révolutions américaines, qui est donc en 1780 ou 78 même, il me semble, ou en France en 1789, avec le pouvoir de l'Église, ben, on les aurait traités de sorciers, de sorcières, on les aurait brûlés sur un bûcher. Donc, ça aurait été trop tôt. Hein. Et à cette époque-là, ben, grâce à ce vent de liberté qui avait commencé à souffler un peu partout, hein, les phénomènes sont vraiment arrivés à un moment où il n'y avait plus s'ils étaient venus plus tôt, ils auraient été très vite étouffés et réprimés à la base par les pouvoirs religieux de l'époque. Et là, non, le phénomène, il a pu prendre une dimension internationale, comme on l'a vu. Je pense aussi que c'est grâce aux idées de la science. Parce que sans les idées de la science et sans cette science qui prenait au 19e siècle, ce fameux siècle des Lumières, en fait, on n'aurait jamais pu dire que pour un effet intelligent, il y avait une cause intelligente. Parce qu'à l'époque, avant, il y avait des générations spontanées, il y avait des choses comme ça, alors que la science a amené justement ce principe-là, et ce principe-là, il a été appliqué par Alan Kardec, en fait. C'est ça, en fait, c'est la loi de causalité. Descartes était passé par là quelques décennies auparavant. Hein. Il y avait le positivisme, Auguste Comte, le scientisme, tous ces courants scientifiques, effectivement, qui étaient arrivés, qui ont malheureusement, entre guillemets, versé vers le matérialisme, et puis situation dans laquelle on est toujours encore aujourd'hui. Alors que là, ben, il y avait des phénomènes spiritualistes et relativement peu s'y sont intéressés. Hein. On citait quelques noms. En France, ben, il y aura Alain Kardec et puis quelques autres qui s'y sont intéressés, mais la majorité s'en est complètement désintéressée.
Et il y avait aussi en France, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, après la Révolution, il y a eu parmi les philosophes un dénommé Maine de Biran. Ça vous dit quelque chose? Hein, j'ai déjà dû en parler à un moment donné. Et ce Maine de Biran a développé une philosophie qui s'appelait le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français. Et donc, par l'introspection, il était arrivé à la conclusion que certaines des propriétés ou des attributs de l'être humain ne pouvaient pas résider dans le corps physique. Par exemple, la volonté n'avait pas sa cause dans le corps physique, mais avait sa cause à l'extérieur du corps physique, donc dans l'esprit ou l'âme. Et donc, c'est pour ça que c'était une philosophie appelée spiritualisme. Et donc, il était arrivé à cette philosophie par l'introspection. Et cette philosophie a pris un développement, quoi. Donc, il y avait les sciences psychologiques. C'est une expression que Kardec utilise souvent et qui était vraiment classée comme une science à l'époque. Hein. Dans les sciences humaines, il y avait des sciences psychologiques qui étudiaient toutes ces questions de l'âme. Ça avait débouché aussi sur des questions de moralité. Hein. Mais tout ça d'un point de vue, avec une approche purement philosophique ou purement scientifique. Et donc, ça, c'était au début, c'était avant un peu. Hein, les Maine de Biran, c'était tout de suite après la Révolution, donc tout à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et cette philosophie, elle s'était développée. Maine de Biran a eu plusieurs adeptes, hein, relativement connus. Et donc, l'un d'eux, Victor Cousin, il était professeur à la Sorbonne, et donc pendant plusieurs années, hein, quand le régime le permettait, évidemment, pendant la Restauration, quand les rois et les religions sont revenus après la chute de Napoléon Ier, ben, là aussi, il y a eu une répression. Victor Cousin, il a été viré de la Sorbonne, quoi. Mais il y est revenu un peu plus tard, en 1830, me semble-t-il, quand il y a eu une nouvelle révolution pour en finir avec le régime de la Restauration. Et donc, pendant plusieurs années, ce spiritualisme rationnel était enseigné dans les cours de philosophie, non seulement à la Sorbonne, mais aussi dans les lycées. Hein. Les élèves apprenaient cette philosophie de spiritualisme rationnel. Donc, il n'y avait pas ce matérialisme omniprésent comme on a aujourd'hui. Et donc, on a un collègue là dans le mouvement spirit qui habite pas loin de Rennes, qui est en train de faire en ce moment un doctorat en philosophie. Et donc, quand il a posé la question à ses professeurs s'ils connaissaient Maine de Biran, il n'est pratiquement pas connu. Il n'y a pratiquement pas eu d'études ou de travaux faits sur la philosophie, sur le spiritualisme rationnel. Et la raison, c'est que chez les intellectuels, hein, dans les universités, un peu partout, hein, tout ce qui est spiritualiste, tout ce qui rappelle Dieu, enfin tout ce qui touche à ces questions morales et tout, c'est considéré comme des religions, comme des superstitions, parce que le paradigme dominant, régnant, c'est le paradigme matérialiste, hein, malheureusement. Mais dans d'autres pays, alors c'est justement là où, c'est pour cette raison-là que cette philosophie de spiritualisme rationnel ou spiritualisme français, qui est très très peu commentée en France, vous le trouverez quand même sur Wikipédia, est revenue par le Portugal ou le Brésil. La majorité des livres que vous trouverez sur Maine de Biran ont été écrits au Portugal ou au Brésil, parce que là-bas, cette philosophie, elle a perduré bien plus longtemps que chez nous. C'est encore un des joyaux de l'intellectualité française qu'on a négligé en France et qui a mûri, qui s'est développé ailleurs. Alors, on a scanné un livre de Maine de Biran, ou sur Maine de Biran, parce que je ne crois pas qu'il ait écrit de livre lui-même, et on l'a mis sur l'encyclopédie Spirit. Hein, donc, vous pouvez aller le chercher si vous voulez. Et vous verrez, hein, ils sont vraiment allés très, très loin, hein, Victor Cousin. Le dernier représentant de ce courant de spiritualisme rationnel, c'était Henri Bergson.
Voilà, donc c'est arrivé jusqu'au début du XXe siècle. Mais après, bon, le rouleau compresseur matérialiste est passé et a écrasé, a fait disparaître tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les universités de philosophie, Mendes-Biran, il est très, très, très peu connu. Mais bon, il faut qu'on travaille en France, justement. C'est le but du spiritisme, hein, c'est donc d'éveiller l'attention des gens sur le spiritualisme, le fait que l'esprit existe, qu'il survit à la mort, qu'il y a plein de phénomènes de plus en plus qui tendent à prouver ça, comme ces phénomènes de table tournante qui ont eu lieu à l'époque. Aujourd'hui, ils ont pris des formes comme la médiumnité. Et vous avez d'autres phénomènes nouveaux, une nouvelle invasion qui est arrivée depuis les années 1970. Eh ben, c'est les expériences de mort imminente. Les livres de Raymond Moody, La vie après la vie, les progrès des techniques médicales, notamment de réanimation, qui ont fait que ce genre de phénomène s'est multiplié. Vous avez de plus en plus d'expérienceurs, hein, c'est genre 10% à peu près hein, des personnes qui sont réanimées qui ont fait une EMI, qui le racontent, qui changent complètement. Et donc, c'est le phénomène aujourd'hui, hein, un des phénomènes forts, en plus de la médiumnité, donc qui interpelle un peu, qui ébranle un peu ce dogme matérialiste de la science actuelle. Et comme le disait Alan Kardec, hein, quel est le plus grand ennemi du spiritisme? Ben, c'est le matérialisme. Hein, donc, qu'il faut combattre, non pas en faisant des manifestations ou avec violence, ni même de la violence verbale, mais qu'il faut combattre avec des arguments. Alors, j'ai coupé quelqu'un? Oh, non, enfin, tu parlais d'expérience de mort imminente. Moi, j'ai plus de facilité aujourd'hui à raconter mon accident que à dire voilà. que je fais des études spirites, mais c'est un très bon tremplin, justement, puisque ça permet de faire un lien et d'aller après vers le spiritisme. Mais malgré ça, après, c'est déjà plus difficile. Mais ça laisse à réfléchir, mais les gens vont pas plus loin. Est-ce qu'on peut considérer qu'en fait, imagine que demain, quelqu'un d'assez connu monte, je sais pas, en haut du Mont Blanc et puis qui redescende avec toute une troupe de journalistes qui l'attendent en bas à Internet et qui disent, voilà, je redescends du Mont Blanc, je viens de parler à Dieu, j'ai 10 nouveaux commandements, est-ce qu'on va le croire? Ben, bien sûr que non. En fait, c'est toujours pareil. Donc, ben, voilà, donc Christophe, tu as fait une EMI. Donc, vous voyez, sur 10, il y en a déjà au moins un. Hein. Et des personnes qui ont fait des UMI, personnellement, j'en connais plusieurs, hein, j'en connais beaucoup. Donc, ça prend vraiment un pourcentage d'une population assez importante. Et ces personnes-là quand on leur demande, est-ce que la plupart répondent qu'après leur EMI, ils ont complètement changé et en mieux. Hein, la plupart des personnes disent ça. Et c'est le travail qu'a fait Pim Van Lommel. On ne peut pas aller vérifier est-ce qu'ils étaient bien dans un tunnel, s'ils ont bien vu un être de lumière. Ça, c'est subjectif. Ça ne peut pas être vérifiable scientifiquement. Mais ce qui peut être vérifié scientifiquement, c'est comment était la personne avant et comment est-ce qu'elle est après. Et ça, c'est objectif. Là, les personnes, il y en a certaines qui ont complètement changé. Voilà. J'ai failli finir à l'asile même, donc, mais c'est pour te dire que Oui, j'avais parce qu'à changé. l'époque, c'était difficile d'en parler. Hein. Raymond Moody, il a vraiment lancé un pavé dans la mare, il a osé. Parce que la plupart des gens, effectivement, n'osent même pas en parler de peur d'être pris pour des fous. Hein. C'est comme les personnes qui sont médiums, hein. Les jeunes qui sont médiums, s'ils vont le dire au psychiatre, ils courent un risque. Oui, Morissette? Oui, il y a Melvin Morse qui avait fait des études sur les EMI chez les enfants. Oui. Et en fait, la plupart des enfants s'exprimaient donc à travers un dessin. Et ce dessin les plaçait tout le temps dans l'eau, voilà, dans un liquide. Voilà. Il ne parlait pas du tout de tunnel, il parlait de liquide. Voilà, donc et puis les enfants, pareil, bon, leur imagination est parfois assez fertile, hein, du moins c'est ce qu'on dit, mais souvent les enfants décrivent des choses qui pour eux sont réelles. Alors quand on dit que le récit des expérienceurs ne peut pas être vérifié, il y a quand même des choses objectives. Hein. Par exemple, quand ils étaient sur la table de réanimation, que l'électroencéphalogramme était plat,
ces personnes-là ont entendu, mémorisé et pu répéter après ce que le médecin, les infirmiers, les gens qui étaient dans la salle disaient. Il y en a qui ont même pu dire qu'est-ce qui s'était passé dans la salle à côté. Donc, ils ont pu rapporter des éléments objectifs. Il y en a un, ils avaient égaré son dentier. Hein. Et donc, quand une infirmière était venue le voir quelques jours après sa réanimation, il a reconnu, ah ben vous, voilà, c'est vous qui avez pris mon dentier, qu'il avait posé dans un tiroir d'un meuble de la salle d'opération. Et quand ils sont allés voir, ils ont effectivement retrouvé le dentier là-bas. Voyez, donc, il y a quelques éléments objectifs dans ce que racontent les expérienceurs d'EMI. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme une vague qui vient, donc c'est un peu comme celle qu'on avait vue. C'est pour ça que je dis, c'est une nouvelle forme de cette invasion pour nous amener au spiritualisme, un petit coup de main que les esprits nous donnent, et donc qui vont interpeller les gens pour dire oui, effectivement, l'esprit existe. On ne voit pas pourquoi personne n'a jamais démontré qu'il n'existe pas. Et là, il y a des phénomènes qui s'accumulent et qui tendent à prouver le contraire. Donc, pourquoi pas? Et c'est ça qui est la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'en étant spirit, les gens nous regardent souvent de travers, etc. C'est parce que leur disque dur a été formaté matérialiste d'une façon dogmatique et imposée quand ils étaient jeunes. Le mien aussi a été formaté comme ça. Et puis donc, quand on fait face ça fait sortir un peu les gens, les scientifiques notamment, de leur zone de confort. Ils ne sont pas à l'aise du tout, donc ils bloquent, ils rejettent, ils raillent. C'est le lot quotidien de chacun de nous, en fait. Mais après, quand on prend finalement la trajectoire depuis Moïse, on sait que Moïse, il avait eu effectivement ses 10 commandements parce que le peuple, à l'époque, était pas très raisonnable et qu'il fallait ramener un peu de moralité. Oui. Par le livre des esprits, finalement, le message, il est simple, c'est devenir meilleur afin d'atteindre la perfection. Et puis, les expérienceurs, on voit effectivement qu'ils ont totalement changé, et pour certains, et la plupart, en bien. Mais on s'aperçoit que finalement, 3500 ans après, on est toujours au même point, c'est-à-dire que c'est l'aspect moral qui doit changer dans l'humanité, et tant qu'il ne changera pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin de toute façon. Je pense qu'il ne se passera rien d'autre tant que l'humanité n'aura pas changé de comportement. C'est vrai. Et c'est là aussi où même les gens qui étudient les phénomènes comme les tables tournantes ou les râpes, comme on a vu ici, les maisons hantées, ou même ceux qui étudient la médiumnité, l'ectoplasme, les matérialisations, comme Charles Richet, par exemple, dans son traité de métapsychique, il se limite volontairement au phénomène. Et il l'écrit dans l'introduction de son bouquin, « Aller plus loin, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma mission ». Alors que Kardec, lui, non, il a vu le phénomène, il l'a décrit, il l'a étudié, mais il allait tout de suite plus loin. Ah oui, mais les esprits existent. Ah bon, mais d'où ils viennent? Où ils vont? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce que le bien ou le mal? Comment ils sont de l'autre côté en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie? Donc Kardec, il a tout de suite fait le pas, dès le livre des esprits, d'en déduire toutes les conséquences philosophiques et morales de ce phénomène, du fait que l'esprit existe et qu'il survit. Alors que la parapsychologie, la métapsychique, ils en sont encore à faire des calculs pour démontrer par A plus B que la télépathie existe, pour établir la véracité des phénomènes, quoi. Ils en sont encore là. Mais bon, au niveau des EMI, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une hallucination, comme certaines propriétés du cerveau. Ils arrivent toujours à trouver des explications qui fonctionnent dans certains cas. Mais ceux qui l'ont vécu, et c'est là où j'ai vu une émission à la télé, à la télé belge, c'était il y a, je réfléchis, entre 5 et 10 ans à peu près, donc peut-être encore la retrouver peut-être dans leurs archives, où donc c'était une émission assez longue, comme ça, d'1 heure ou peut-être même plus, où la télé belge avait interviewé 2 expérienceurs d'EMI. Et donc, il y avait une dame et un monsieur. Et le monsieur, lui, c'est vraiment quelqu'un qui avait complètement changé après cette expérience, quoi. Alors que la dame, non, elle est tombée dans des trucs fumeux, dans des conceptions bizarroïdes, et finalement, elle gagne de l'argent en faisant de la médiumnité payante, ce genre de choses, quoi. Oups.
Donc, il y en a qui tournent bien et d'autres qui tournent un peu moins bien. Tout comme il y a des expériences de mort imminente qui sont positives et il y en a aussi qui sont négatives. Donc déjà, les positives, beaucoup de gens hésitent à en parler parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. Mais maintenant, heureusement, de moins en moins, hein, puisque le phénomène se divulgue. Mais ceux qui ont fait des EMI négatifs, au lieu d'être dans un tunnel de lumière, de voir des esprits de lumière, etc., se sont retrouvés dans des situations un peu comme on voit au début du film No Solar, hein, où quand André Louise il était dans le seuil, eh ben ceux-là, ils prendront ça pour un cauchemar, ils n'en parleront même pas, ils chercheront à l'oublier le plus vite possible. Voyez. Et ce monsieur, moi je me souviens très bien à la fin, donc la présentatrice de l'émission sur la radio, sur la télévision belge, demandait mais finalement, le monde des esprits, les esprits, est-ce que vous y croyez? Et il y a le monsieur qui regardait comme ça bizarrement, il dit, mais madame, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu. Et donc, c'est là où on voit la force de conviction que ça peut donner chez l'expérienceur, mais qui souvent a du mal à le faire accepter par les gens qui sont autour de lui. Et pour nous, spirites, donc on disait spirit avant le livre de Raymond Moody, ben, ce phénomène-là, en fait, il est venu apporter des confirmations supplémentaires. Et d'ailleurs, en regardant bien dans d'anciennes revues, vous trouverez ce fameux tableau avec le tunnel. Là, il y a un tableau avec le tunnel, hein, de passage, je ne sais plus de quel auteur c'est, mais c'était aussi il y a quelques siècles, hein, c'était bien avant. Donc, même, et puis Lazare, l'histoire ne le dit pas, mais tous les gens qui sont passés par des états comme ça de mort imminente et qui se sont, entre guillemets, réanimés tout seuls, que la nature a fait revenir, il y en a beaucoup qui ont certainement eu ces expériences, là aussi, depuis Mathusalem, depuis les Égyptiens, même avant. Le tableau, je crois que c'est de Jérôme Bosch. Voilà, Jérôme Bosch, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un tunnel comme ça, et puis donc avec la lumière au fond, et puis on voit des gens qui traversent le tunnel. Ouais. Il est dans tous les documentaires ou dans toutes les conférences. C'était un tableau qui était, comment dire, Jérôme Bosch, il avait peut-être vécu ça aussi. Voilà, il en a fait un tableau. Ou peut-être même en rêve. Voilà, parce que... Oui, Stéphane Alix aussi, donc, qui publie la fameuse revue l'INRES, hein, c'est ça, et la revue Inexplorée. Publie énormément, et puis maintenant donc sur TV INRES, qui est payante malheureusement, il y a pas mal y compris d'ailleurs des documentaires sur Alan Kardec. L'autre jour, je m'étais abonné un petit peu pour voir le documentaire fait par, alors je ne me souviens plus du nom du réalisateur, sur Alan Kardec, et puis où il interviewait un certain nombre de personnes, et j'avais trouvé ça extrêmement positif parce que autant c'était assez dur souvent, hein, sarcastique, autant là, on sent que même dans les milieux scientifiques, le respect pour l'œuvre d'Alan Kardec, il va quand même en croissant. Et donc, ça, on progresse, hein, ça, doucement, mais on progresse. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du travail, ouais. Mais bon, après, moi, personnellement, bon, je ne me prends pas la tête avec ça. Hein. On ne fait pas de prosélytisme, on ne cherche pas à convaincre les gens à tout prix. Bon, les gens croient ou ne croient pas. Bon, c'est un peu subjectif. Il y a des gens qui sont mûrs, d'autres qui ne sont pas mûrs. Mais nous, en tant que spirit, donc on voit l'effet que ça fait sur les spirites. Hein. Bon, personnellement, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Hein. J'ai quand même beaucoup changé sur pas mal de points de vue. Et je pense en mieux. Et puis, on voit beaucoup de gens aussi que ça aide. Surtout, les gens que ça aide le plus, ce sont les personnes qui sont médiums et qui subissent la médiumnité. Hein. Les gens qui sont médiums et qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas quoi faire avec. Et c'est surtout chez les jeunes, chez les jeunes,
où on aperçoit ça, donc les jeunes qui entendent des voix qui sont parfois perturbés par des esprits qui ont une espèce de médiumnité à fleur de peau et qui ne savent pas comment vivre avec. Hein. Et donc, c'est ça on voit des applications utiles, hein, des cas d'obsession qu'on arrive à résoudre, etc. Donc, voilà. Après, bon, que les gens n'y croient pas, ben, c'est un peu leur problème, ça viendra bien un jour. Mais en tant que spirit, on a déjà quand même des éléments objectifs qui nous permettent d'avancer. Hein, à Tannes, on a eu plusieurs cas comme ça de personnes qui vraiment perturbées par des esprits qu'on a réussi à faire sortir. Et puis le nombre de... Ça m'est arrivé à moi au début, hein, avec mon épouse, hein, qui avant même que j'étais spirit, hein, qui me réveille en pleine nuit en parlant d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est moi qui suis devenu fou. Hein. Et puis, quand on a ouvert l'annuaire téléphonique de la ville de Récif à l'époque, hein, c'était quand même un machin qui faisait 1000 pages, et on a ouvert, on est tombé sur Fédération Spirit de l'État du Pernambouc. Où donc on a téléphoné, il y a un monsieur qui nous a reçus avec une gentillesse incroyable. Rien que le fait d'arriver là-bas, mon épouse qui était dépressive, qui avait plein de problèmes suite à un choc psychologique d'une prof qui l'avait saqué injustement, etc., elle allait tout de suite mieux. Bon, ça ne s'est pas résolu en 2 jours. Hein. Et donc, c'est par la suite qu'on a compris qu'en fait, elle était obsédée et qu'ils avaient fait pour elle des réunions de désobsession. Et c'est ça qui lui a permis de sortir de cette situation. Il y a un esprit qui lui avait mis le grappin dessus. Et c'est clair que le psychiatre, il donnait des médicaments, des machins pour dormir. Malgré ça, elle ne dormait pas. Enfin, voilà, c'était pas... avec les remèdes matériels de l'époque qui coûtaient très cher, n'avaient pas aidé, ils n'avaient pas résolu le problème. C'est le centre spirit qui avait résolu le problème. Hein. Et surtout, non seulement résolu, mais aussi il nous a fait comprendre d'où venait le problème. C'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser au spiritisme. Donc, vous voyez, à partir du moment où on voit des applications concrètes au jour le jour dans la vie, hein, des exemples comme ça, il y en a plein, à partir du moment où il y a des applications utiles à une idée, ça donne beaucoup plus de force à cette idée, évidemment. Voilà, donc sauf s'il y a encore une dernière question, je pense qu'on va en rester là, en remerciant encore une fois les bons esprits pour leur assistance, de nous avoir permis ces échanges et de comprendre toutes ces choses qui sont liées à cette phénoménologie et à la médiumnité. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine.